Donc les amis, on se retrouve sur une machine Incarnate qui s'appelle Incarnate, pardon, et qui va nous permettre sur le site TryAcme de nous familiariser avec une web application custom faite à la main, une très très belle web application d'ailleurs, vous allez le voir. Mm. Et plus sérieusement, ça va nous permettre donc l'introduction et on va voir un petit peu comment on peut faire de l'énumération d'utilisateurs, faire des dictionnaires custom, ce qu'on appelle des word lists, pour lancer une attaque. Je pense qu'on utilisera Hydra et on va voir un petit peu comment on peut faire une escalade de privilèges basiques sur l'application. Donc on va commencer la petite reconnaissance. Donc bien sûr, qui dit reconnaissance, on va se lancer notre petite Nmap classique. On va joindre. Et pendant que la machine va mettre 1 minute à se déployer, ouais, euh, on va voir. Donc il nous pose deux questions déjà. Quels sont les ports ouverts en ordre numérique et quel est le langage de programmation qui est utilisé par le backend. Donc, qui dit backend, c'est côté serveur. Donc, on va essayer de trouver ça. On va attendre que le serveur se lance, on va se lancer notre petit Nmap, on va scanner les résultats et on va voir les ports qui sont ouverts. Le type de machine, ça peut être intéressant. Et si on peut pas avoir, comment dire, un petit peu plus de détails sur la machine, énumération. Donc là, reconnaissance, pardon. Maintenant, connecté, j'attends juste l'adresse IP, que la machine, la VM démarre. On va lui laisser un peu de temps. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc on va faire un SV, on va faire un SC. Je rappelle, vous faites man nmap si les arguments ne vous parlent pas. Et je vais utiliser un script qui s'appelle version scan. Scanner la version en fait. Et je vais prendre l'adresse IP. Ok. Donc toujours entrer pour savoir à peu près où vous en êtes. Bon, 33%, ça veut dire dans 10 secondes, il aura terminé. Peut-être un peu plus. Ok. Donc, on a un port en 22 TCP. On sait que c'est une machine Ubuntu et qu'il y a un port SSH qui est ouvert. Il nous présente la clé publique du, du serveur. Donc, on a la clé en RSA 2048 bits ou en 256 bits. On a aussi le CDSA et le D25519. On voit sur le port 80, donc web, qu'il y a du Golang. Golang, tout de suite dans vos têtes, c'est un langage de programmation qu'on appelle plus couramment le Go. Le Go, c'est un langage de programmation. Go, Golang, c'est pareil. Et on voit, apparemment, il y a un backup, mais en tout cas, il y a aussi sur le port 8080 un serveur HTTP qui tourne. Et visiblement, bah, c'est du Golang. Donc on voit que c'est une machine Linux, Ubuntu, et on a un port 7.6. Donc, quel est le principe de la timing attack? La timing attack, si je regarde, je retourne là-dessus, je vais inspecter les éléments et vous allez voir que donc la partie network, hop, storage, ah ouais, eux ils sont sous, ouais, je crois que c'est performance là-dessus, il me semble. Network, pardon, excusez-moi. Ok. Donc là, j'analyse en fait les temps de réponse de la machine, concrètement. Comment ça se passe? Je vais zoomer, on voit bien, on comprenne. On va se déloguer. Je vais, voilà, on va analyser, network, super. Ça, c'est peut-être un peu trop gros. Back. On va rafraîchir. Et je vais me loguer avec un faux nom. Donc là, je vais utiliser Tattoo.
Je sais que le serveur n'est pas présent. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a le code de sens, ça prend 81 millisecondes pour faire la recherche en base de données. Si je réutilise mon data, alors Tatou, ça n'existe pas. On va essayer avec data et un mot de passe qui fonctionne. Ok. Donc on voit en effet qu'on a une différence de timing. Il met 220 millisecondes pour nous connecter. Donc le mot de passe est valide et il ne met que 80 millisecondes, grosso modo, quand le mot de passe n'existe pas. Là, je vais mettre un truc qui n'existe pas. On va le rafraîchir, pardon. Et tout effacer et on voit qu'il charge déjà en 81 millisecondes au lieu de 220. Donc on voit que la requête post, là, elle met presque le double, un peu plus du double, 2 fois et demi au niveau du temps. Donc ça va nous permettre de faire une time attack. La time attack, donc on voit que c'est au niveau de la requête post, celle-ci, le login, et ça va venir requêter sur une API. Visiblement, il y a une API qui est présente. En fait, première phase, login, récupère deux clés, deux valeurs. On a le username et le password. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vérifier que le username est présent dans la liste d'utilisateurs, donc que le nom d'utilisateur est présent dans la liste des utilisateurs. Ensuite, on passe au statut du login. Donc là, ce qu'il va faire, dans le pseudocode, il va venir checker le password, vérifier qu'il est bon. Si c'est le cas, il va renvoyer une nouvelle session. Sinon, il retourne mot de passe ou utilisateur incorrect. Et si c'est pas dans cette boucle, directement alors, il nous dit username et password incorrect. C'est pour ça qu'on voit que là, quand il rentre dans cette boucle, en fait, le temps d'exécution est beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que là, il passe directement au else, il sort et il exécute username, password incorrect. Ça prend sur ma machine 80 millisecondes. Par contre, quand l'utilisateur est présent et que le mot de passe est bon, eh ben, il passe dans cette boucle. Et dans cette boucle, qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux choses et ça prend 220 millisecondes. Il charge le new session token et sinon, il affiche à l'écran mauvais username ou mot de passe incorrect. Mais comme il doit vérifier via l'API, eh ben, ça prend un petit peu plus de temps. C'est ce qu'on peut voir en fait. Eh ben, c'est que la requête post vers API ou user login met plus de temps et on va pouvoir utiliser curl, Python ou un autre programme de langage, programmation pardon, de notre choix pour exploiter la timing attack. Donc c'est une attaque temporelle, on appelle ça, parce qu'on se base sur le temps de réponse du système pour essayer de détecter s'il y a une faille. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc comment on va pouvoir exploiter cette faille? On va utiliser du code, en fait, en Python. On verra, si ça marche pas, on verra en Go. Et on va récupérer des librairies. Donc on va utiliser Request, qui est une des librairies Python. Et on va mettre donc dans Credentials, donc tout ce qui est euh, identification, on va mettre username et password, une valide password. Et on demande une réponse. Dans ce cas-là, il nous fait un airport sur l'adresse URL et il utilise ce qu'on vient de définir, crête via un fichier JSON. Ensuite, on peut utiliser la librairie time, temps, qui permet de faire la différence en fait, au niveau de la temporalité, d'envoyer des requêtes, attendre la réponse et voir
comment on peut utiliser donc le do login pour confirmer le temps. On va lui demander de faire un start time. Donc là, il va commencer à enregistrer le temps. Et enfin, il va faire le do login. Il va se connecter avec l'utilisateur. Et ensuite, il va terminer son calcul du temps, end time. Donc ça, on va le répéter pour tous les utilisateurs. On va faire une boucle de programmation en fait. Et en fonction du temps, savoir, il y a plusieurs types, cas de figure, pardon. Il y a le cas de figure où l'utilisateur n'existe pas, n'est pas présent sur le système. Il y a le cas de figure où l'utilisateur est présent sur le système, mais c'est pas le bon mot de passe. Et il y a le troisième cas de figure où l'utilisateur est présent sur le système et il a rentré le bon mot de passe. Et en fonction de ça, on va balancer ça avec une attaque par dictionnaire via une word list et on va voir la temporalité et le temps que prend l'API à répondre, le serveur web. Et en fonction de ça, on va pouvoir estimer le mot de passe est le bon, en fait. Donc, ce script permet de faire une attaque temporelle. Il nous dit qu'on peut augmenter nos chances de trouver la solution en ajoutant nos propres usernames, donc nom d'utilisateur. Et il faut partir du principe que vous avez au moins un bon nom d'utilisateur et utiliser, donc créer un compte et utiliser-le. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc il importe les librairies request, time et JSON pour travailler sur du JSON. Ensuite, l'URL, elle n'est pas sur le localhost, elle est sur notre machine IP. Donc la machine, hop, ça. Port 80, et pas K. Ok, donc ça c'est bon. Donc il va ouvrir le name. Ok. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait là? Déjà, il récupère un fichier qui s'appelle name.txt. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une requête. Là-dedans, il va utiliser le module request pour faire une requête via l'API. Ensuite, il fait une boucle for. On fait un tableau de username, un arrêt. Donc, dans le tableau, on va mettre tous nos noms d'utilisateurs qui sont présents dans le fichier name.txt. Ensuite, là, il lit tous les utilisateurs qui sont présents dans la word list. On peut les lire grâce au tableau à notre arrêt qu'on vient de définir juste avant. Et là, ensuite, il fait la mise en fin. En fait. Il ajoute un espace et il nous met des doubles cotes pour nous afficher le résultat. Et grâce à la librairie timing, enfin librairie time, on vient d'apporter en haut, il calcule le temps sur la fonction dictionnaire. Ok. Et on va voir un petit peu comment le temps est fait. Ensuite, on passe au do login. Donc là, définition, il fait la requête HTTP via l'API. Qu'est-ce qu'on lui demande? Les credentials. On veut quoi? On veut un username, user, et on veut un mot de passe. Et si c'est pas le bon, il nous dit invalide password. Ensuite, on affiche la réponse en utilisant request. Request post va nous récupérer l'URL et concaténer tous les mots de passe dans un fichier JSON. Donc, si le code, là on passe dans la boucle, si le code d'erreur est différent de 200, 200 c'est OK, alors ça veut dire qu'il y a une erreur au niveau de l'API. Dans ce cas-là, on lui demande de faire un print, d'afficher l'erreur avec le code d'erreur. Ensuite, ça nous affiche comme départ, début des requêtes post. Et là, for user, donc là, il prend tous les utilisateurs
dans username. Username, on l'a défini plus haut, on sait que c'est notre fichier name.txt, un exemple. Et il va faire une requête sur chaque utilisateur de notre tableau, de notre array, de la liste, et voir combien de temps ça prend. Il débute le timer, start time, il commence l'enregistrement au niveau du temps, il parcourt la liste des utilisateurs et il tente un do login. Le do login, on l'a défini ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa requête HTTP vers l'API. Ensuite, là, on enregistre le temps que l'utilisateur prend avec le bon, enfin que le programme en fait prend avec le bon, avec l'utilisateur. Donc là, il calcule le temps de début et de fin. Il attend, on fait un time slip pour pas saturer, faire du DDoS sur le serveur, qui fausserait en fait les temps de calcul. En effet, si vous envoyez, vous floodez le réseau, vous floodez la machine. Donc flooding, c'est inonder. Si on envoie trop de requêtes à la seconde au serveur, la base de données, l'API, peut avoir des temps de réponse qui sont faux, qui sont, en tout cas, qui deviennent accurés. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir des résultats sur lesquels on puisse se fier, qui soient fiables. Donc, pour s'assurer de la fiabilité de nos résultats et de ne pas nous induire en erreur, on fait un time slip et on lui demande quand même d'attendre 0,0, enfin 1 milliseconde, pardon, avant de tester le nouvel utilisateur. Ensuite, il nous fait notre print finish post request. Et là, on passe donc si jamais ça prend un temps plus long, forcément, la procédure de vérification est plus longue quand il faut vérifier un nom d'utilisateur, s'il est présent ou pas, et vérifier que son mot de passe est présent ou pas, et vérifier qu'il est valide ou pas. Donc on voit qu'il y a 3 étapes, forcément, il y a de fortes chances que si ça met plus de temps, et ben dans ce cas-là, ça soit le bon utilisateur. Donc là, on définit 2 variables. On a une variable largest time, donc le temps le plus long, qui va définir un maximum sur nos valeurs de timing. Et une deuxième variable, c'est le temps le plus court. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut les limites maximum, minimum. C'est ce qu'on vient de programmer là. Things, value. Et donc, idéalement, le temps le plus court, euh, et donc idéalement, le temps le plus court doit être instantané et le plus long doit faire à peu près 1 seconde. Donc là, on fait un time delta, on prend nos valeurs largest time, on fait une opération moins le smallest time, et ça, c'est les secondes. Et larger is better. Ensuite, donc un mot de passe, un utilisateur signifie que le serveur va hacher le password, ça prend du temps, et plus ça prend du temps, plus la requête nous confirmera au niveau de l'attaque, de la synchronicité et de l'historique de le. Donc, enfin, en effet, un utilisateur valide, ça veut dire que le serveur doit faire via l'API des requêtes et vérifier son hash. Donc ça va prendre un temps accru. Ça sera un bon indicateur qu'en effet, l'utilisateur est valide. Et plus le temps, la requête prend du temps, plus il y a de fortes chances qu'on ait trouvé la bonne solution. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une boucle de programmation. On récupère l'utilisateur. On calcule le temps au niveau de nos paramétrages qui sont là. En effet, on va faire du timing. C'est pour ça on appelle ça une attaque temporelle. On va parcourir tout ça. Et si le temps est égal ou supérieur au temps le plus large, et
on arrondit. Là, on met 0,9 parce qu'on s'est dit là-haut que, idéalement, le temps le plus long doit tourner autour d'une seconde. Donc là, on n'a pas mis une seconde, on a mis 0,9. On a, voilà, pour avoir une tolérance de 10% aux erreurs. Et une fois que tous les calculs sont faits, qu'est-ce qu'on fait? On fait un print. Et on demande quoi? Eh ben, on imprime user. Et là, on va mettre Toto. Et c'est susceptible d'être valide. Donc voilà le script Python survolé, hein. Après, on verra un petit peu plus tard le Python. C'est vraiment moi, un langage de programmation que j'adore, qui est pas simple, mais pour commencer, je trouve que c'est plutôt pas mal si on doit faire de l'orienté objet. Donc on va voir un peu ça et voir un petit peu comment il fonctionne. Donc là, qu'est-ce qu'on a à faire comme modification? On l'a vu plus en haut, on a modifié l'URL forcément, et je vais modifier aussi le fichier qui nous prend, parce que j'ai pas envie qu'il teste sur tous les noms, vu qu'il y en a 180 000 ou je sais plus de mémoire. On va tester les J d'abord. Donc, je vais vérifier le nom de mon fichier, je crois que j'avais mis JName. Ouais, JName. Donc, on va lui demander de tester sur les JNames. C'est bien sur le port 4. On va essayer le 80-80 quand même. Voilà. API, on a un HTTP, l'adresse IP de la machine, c'est parfait. Je vais le rouler en Python 3 quand même. Problème de librairie. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il nous dit que c'est James qui a le plus forte de chance dans tous les J. Il les a tous parcourus. Et donc, eh ben, ça doit être 7 utilisateurs. Donc là, avec cette attaque temporelle, on est quasiment sûr que l'administrateur s'appelle James. Maintenant, il va falloir qu'on trouve son mot de passe, naturellement, pour pouvoir usurper son identité. On a écrit notre script, enfin, on a écrit pour nous, parce que je voulais pas commencer du début pour pas vous embrouiller et que la vidéo fasse pas 3 heures. Mais on a vu que Ninja nous a écrit un super script. Il y en avait deux, un en Golang, un en Python. Je vous ai montré celui en Python. Et en effet, il y avait un utilisateur qui est valide. Il nous demande quel est. C'est James. Cool. Maintenant, maintenant qu'on a deviné, on a fait du guessing de username via une attaque temporelle, on va voir comment on peut craquer le mot de passe. Donc, on a récupéré le username. Maintenant, il nous faut le mot de passe. Donc, les mots de passe, généralement, sont hachés avec Bcrypt et ça prend un temps plus conséquent de les vérifier. Et le problème, c'est qu'on peut pas utiliser un dictionnaire qui soit trop long. Et vous savez que j'ai le dictionnaire qu'utilise quasiment tout le monde, c'est le Rockio. Il est là. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de mots de passe. Donc il va falloir qu'on affine notre word list, notre dictionnaire, pour que ça soit faisable. Sinon, la machine va mettre un siècle à trouver la solution. Donc on va créer notre propre dictionnaire. Et H4 est préinstallé sur Kali Linux, mais on va utiliser donc Combinator qui permet de combiner en fait deux dictionnaires. C'est vachement utile. Et là, vous allez voir la puissance de la ligne de commande et on va se servir de Hydra pour craquer l'API et trouver le mot de passe de l'utilisateur. Donc, tu vas m'extraire les deux. Tu vas me l'extraire dans mon dossier personnel. Ok. On va venir récupérer ça. Et on va fusionner les deux fichiers.
Donc là, je développe. Qu'est-ce qu'on va faire avec Combinator? En fait, on va se baser sur des couleurs et sur des nombres. Donc, imaginons, je sais pas, que je sais que ma cible aime une couleur précise. Je vais là, en l'occurrence, récupérer toutes les couleurs qui existent dans un fichier texte et des nombres, en tout cas des chiffres. Et qu'est-ce que va faire Combinator? Parce que ça, je ne voulais pas détailler dans la vidéo. Combinator va associer tous ces noms de couleurs avec des chiffres. Donc, ça va faire, par exemple, rouge 1, 2, 3, rouge 1, 2, rouge 1, rouge 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Jaune 1, 2, 3, jaune 3, 3, 3, jaune 4, 4, 4, ainsi de suite. Et grâce à Combinator, qui est un des modules dans H4, je peux créer à l'infini des mots, enfin en tout cas un dictionnaire, excusez-moi, à partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc avec ces 10 chiffres, on va pouvoir faire des nombres, c'est simple, comme en mathématiques, et ces nombres, je vais les relier à des noms de couleurs, faire différents types de mots de passe. Donc, ça me fera bleu 6, bleu 7, bleu 8, rouge 10, rouge 12, rouge 6666, en mode diable, ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, donc là, on a notre combinator, c'est parfait, et on va l'utiliser pour fusionner nos fichiers. Donc, là, je vais fusionner. Donc, je vais lui dire, tu me fais copier, sudo, chemin absolu, je veux quoi? Je veux combinator.bin et je veux que tu me fusionnes ces deux fichiers. Donc, color text, number text, et tu me mets tout ça dans le fichier world.txt. Ok, 4 world, superbe. Donc, visiblement, on a notre dictionnaire. Je vais déplacer le dictionnaire vers mon home. Ok, je retourne dans mon home. Là, j'ai mon Word qui a dû apparaître. Il est là. Parfait. Donc maintenant, on va se servir de Hydra pour péter la machine. Et on sait donc qu'on a notre utilisateur qui s'appelle James. Maintenant, on va faire une attaque hybride, force brute et dictionnaire sur la machine. Alors, en ligne de commande, ça va être intéressant d'apprendre ça. On va utiliser notre Hydra. Et là, on lui met le username. Donc c'est, je sais plus, Hydra, ah, man, Hydra, je crois que c'est L. Ouais, tiret L, c'est login, password, file, format, task. Ok, d'accord. Alors, ça sera sudo Hydra. On veut le L, on a dit que c'était Jeps. On veut notre word list. La word list, elle s'appelle word.txt. On veut l'adresse de la machine. Ok, parfait. Là, qu'est-ce qu'on veut? Eh ben, on veut un formulaire
poste en HTTP. Donc on utilise la commande HTTP post form. Ensuite, on lui donne le chemin de la ressource. On a vu qu'on tapait dans API user login, si je dis pas de bêtises. Je vais revenir. Voilà, API user login, en effet. C'est ce qu'on a vu. API user login. Donc, là, on veut quoi? On a différentes clés. On a la première clé, c'est username. Ensuite, il faut qu'elle soit égale à une valeur. On veut quoi? On veut que ça soit user. Et ensuite, on a une deuxième clé. C'est quoi? Et c'est la clé password. C'est le mot de passe qu'on veut craquer. Ça, on va le définir. Pardon. Ouais, tu veux pas me le prendre? Ah, passe. Voilà, donc la syntaxe est vraiment importante. Ensuite, soit il est invalide, et c'est notre message qui nous met invalide en camel case username or password. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré, on a vu, voilà, ça. Et quand on se trompe sur le site, il nous met bien ce message d'erreur. Invalid username or password. Donc il lance l'attaque. Et il vous le dit bien, hein, bien sûr, n'utilisez pas ce programme sur des installations des services secrets ou militaires, naturellement. Ensuite, bah, on va voir le résultat. Et j'espère que, avec un peu de chance, dans notre dictionnaire, il y aura le mot de passe de James. Donc vous voyez comment on passe d'une étape à une autre. On fait une attaque séquentielle sur la machine. On commence par notre énumération, on se bidouille un peu, on fait du happy pass, on se balade sur le site, on essaie de comprendre les mécaniques sous-jacentes et on trouve donc comment un peu fonctionne le pseudocode du site. On voit qu'il y a une requête vers une API et là, on lance notre attaque après avoir énuméré, avoir deviné avec une attaque temporelle le prénom, on sait que c'est James. Là, on vient de faire une attaque par dictionnaire force brute et trouver le mot de passe. En effet, maintenant, on a les deux éléments qui nous permettent de nous connecter à la machine. Bingo! James Blue 7. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Super cool. Il nous donne son mot de passe. Et donc, on a vu qu'on avait notre port sur le port 22, si je dis pas de bêtises. Port 22, SSH ouvert. Donc, eh ben, on va se connecter. Donc, on met le nom d'utilisateur, on met le nom de la machine. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir, pardon. 10, 201, 36. Yes. Et le password. Donc, notre password, je reviens, je le copie, prendre la tête. Hop. Yes. On est sur la machine connectée en SSH. Donc, on a accès à la machine, mais maintenant,
Bah, faut faire l'escalade de privilèges, parce que là, on est connecté en tant que James. Nous, ce qu'on veut, c'est être le dieu dans la machine. Ghost in the shell. On veut devenir admin, pour pouvoir effacer des logs, pour pouvoir exfiltrer des données, pour pouvoir installer des portes dérobées, pour pouvoir installer de nouveaux virus, de nouveaux payloads, installer des shells, faire toutes sortes de saloperies que feront un hacker, un méchant hacker sur la machine. Donc là, on a fait le gain d'accès. On a gagné l'accès sur la machine. Maintenant, il faut qu'on fasse notre PIVES, notre Privilege Escalation, escalade privilège. Donc là, on a fait un déplacement, on a pivoté latéralement. On a attaqué séquentiellement le système. On est passé d'une étape à une autre. Là, pivotage latéral. On commence par deviner via une attaque temporelle le nom d'utilisateur. On continue notre chemin. On a fait une attaque force brute sur le serveur et on a essayé de deviner via Hydra et une force brute par dictionnaire. On a trouvé le mot de passe. On continue à pivoter latéralement. Notre chemin, c'est quoi? Bah, l'étape suivante, ça a été de se connecter avec l'utilisateur et le mot de passe en SSH sur la machine. Donc là, on a fait tout notre pivotement latéral. Maintenant, pour faire l'escalade de privilèges, on va faire notre pivotement vertical. On part d'un compte local, on veut passer au user ID, au seed 0, le root. Parce que là, pour l'instant, moi, je suis touriste. Je suis James. Ok, mais James, c'est pas top. Moi, ce que je veux maintenant, c'est être admin. Alors, comment on peut utiliser ça? Qu'on peut pas utiliser le sudo avec James. Mais on voit quand même que quand je tape, il y a des astérix. Et ça, en fait, ça indique une faille et qu'il utilise en fait une vieille version de sudo. Sudo, en fait, jusqu'à la 1.8.26, il y a une faille qui a été découverte en 2019 qui permettait d'exploiter n'importe quelle machine Linux et de faire une escalade de privilèges. Là, je vous montre, je vais sur ma machine à moi. Quand je fais un sudo, voilà, sudo, sudo vc, pardon, voilà. Moi, là, je suis en train de taper. Vous voyez qu'il n'y a pas d'astérix. On voit bien la différence avec ici. Là, quand je tape, on voit qu'il y a des astérix. Donc ça, c'est un exploit qui s'appelle PW Feedback. Le PW Feedback, c'est le password feedback. C'est qu'en gros, quand on avait ces astérix, on savait qu'on pouvait pwner la machine et on va utiliser un exploit. Donc le NIST, voilà, pour info, le NIST, il permet c'est un peu comme l'ANSI pour nous, ça vérifie pour toutes les infrastructures fédérales des États-Unis que il n'y a pas de faille et donc ils s'occupent de la cybersécurité et ils ont une base de données qui est pas mal pour aller voir toutes les CVE, donc les Common Vulnerabilities Exposure, toutes les failles connues dans le domaine public. Donc là, je vais lui demander de faire un petit translate, on va pas se prendre la tête. Donc, dans sudo, comme je vous disais, dans la 1.8.26, il y avait le PW feedback qui était activé. Dans etc sudo qui est un des paramètres. Les utilisateurs peuvent déclencher un débordement de tampons. Donc, on va faire un buffer overflow, une attaque par dépassement de tampons basée sur la pile dans le processus sudo privilégié. Feedback est un paramètre par défaut dans Linux Mint et le système d'exploitation élémentaire. Cependant, ce n'est pas le paramètre par défaut pour l'amont et de nombreux autres packages. Et n'existerait que s'il était activé par l'administrateur. Le problème, c'est que dans les anciennes versions, il était activé par défaut. L'attaquant doit fournir une longue chaîne au standard input dans la fonction getIn et dans le fichier tgetpass.c. Donc en gros, on va faire simple. Ça permet de faire une attaque par buffer overflow. On va dire, je vais vous donner un exemple. Vous avez une pile, dans une pile mémoire, en fait, grosso modo, il y a un espace mémoire qui est adressé dans le programme, dans le système d'exploitation. On va faire très très simple. Comment ça se passe? Donc là, j'ai mon début, la stack de la pile.
et j'ai mon adressage mémoire. Une pile, en fait, comment ça fonctionne? Comment je pourrais le faire? Comment pourrez-vous le faire? Imaginons qu'une pile, c'est ça, en fait. Une pile mémoire, c'est ce qu'on appelle du stacking, en fait. Euh, j'ai voilà, exactement. J'ai ma pile, donc c'est comme un tableau, comme un array, où je vais avoir des données qui vont être empilées les unes sur les autres, en fait. C'est comme une case, comme un tiroir. Et dans ce tiroir, j'ai le premier dossier qui est en bas, le 0. Ensuite, j'ai le 1. Ensuite, j'ai le 2. J'ai le 3, jusqu'à arriver en haut de la pile. OK? Et qu'est-ce que fait en fait le programme quand il doit lire ou écrire ou récupérer des informations? Et en effet, c'est dans le standard input, donc c'est tout ce qui est en entrée. Lui, on va lui demander de récupérer la donnée, mais on la connaît pas, cette donnée. La donnée, c'est quoi? Eh ben, c'est le mot de passe utilisateur. Ou en tout cas, c'est la fonction qui permet à sudo, au programme sudo, d'activer, grâce à cette fonction, de faire un get-in, donc récupérer la donnée qui est présente dans tes get passés. Et quand on fait ça, eh ben, sudo nous donne les droits dans Linux. En fait, quand je fais ça, quand je fais un sudo Python, eh ben, c'est exactement cette fonction qui est appelée grâce à sudo. Et c'est codé dans l'application sudo. Et c'est ça qui me permet d'élever mon privilège et que ça fonctionne. Donc nous, ce qu'on va faire en fait, eh ben, on va dépasser la mémoire temps. Donc ça, c'est notre pile. Et qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais réécrire. Je vais réécrire des données. Jusqu'à qu'on dépasse la limite. On va dépasser la limite de la mémoire qui est paginée, qui est définie en mémoire. Et quand on dépasse la limite, eh ben en fait, on fait un buffer overflow. Donc, on dépasse la mémoire qui est définie et on accède à quoi? Eh ben après, il y a la mémoire protégée. Et là, on va accéder à tout ce qui est mémoire protégée. Le problème, c'est que il y a deux mondes. Si c'est bien fait, moi là, je suis en gros dans mon compte Saltimbanque. C'est le userland. C'est le paysage de l'utilisateur. Et après, tout ce qui est en mémoire protégée et que je ne dois pas, un hacker ne doit pas accéder, bien sûr, parce que c'est critique. Tout ça, c'est les données qui sont dans le kernel. Le kernel, c'est quoi? Bah, c'est le noyau du système d'exploitation. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire via cette attaque? Eh ben, accéder à ces X qui sont en théorie segmentés, puisque nous, tout ce qu'on fait en tant que saltimbanque ou quelqu'un d'autre, eh ben, c'est accéder au userland. Là, je suis dans mon userland, je peux pas en sortir. Il y a deux frontières. Il y a deux frontières. Quand je fais un sudo, je peux accéder à la partie protégée. Je peux accéder à des abstractions basses, à des fonctions qui sont de bas niveau, qui vont venir interagir avec le kernel, avec le noyau direct du système d'exploitation. Là, c'est mon Linux Debian. Mais en théorie, c'est deux mondes. Là, je suis dans mon kernel land. Là, je passe dans mon userland. Donc, le buffer overflow, il va pousser, écrire des données dans la pile, dans la stack, jusqu'à que, boum, on fasse le dépassement. Et quand on fait notre dépassement mémoire, on accède à des données qui ne sont pas autorisées. Et on peut injecter du code dans des processus qui sont critiques, qui sont protégés par le système d'exploitation. Et grâce à ça, eh ben, ça va faire notre escalade de privilèges. Voilà la théorie. Euh, on va voir. Et en effet, on a notre petite CVE. Il a codé pour nous. Il est super sympa. On va voir un peu. Donc, c'est un exploit en C. Ok. Inclusion de librairie. Donc là, il fait l'adressage mémoire. Il exploite. Donc, on voit bien que c'est un sudo. C'est sur du Ubuntu. Et grâce à ces fonctions, en fait, il définit un overflow size. Il va demander au programme de saturer via une instruction en main. Là, c'est l'instruction principale. Et il va saturer l'espace, comme je vous disais, mémoire, remplacer le standard in, c'est ce que nous dit d'ailleurs
le nvid, il nous dit qu'on peut remplacer la fonction, et c'est ce qui va venir faire, en fait, exploiter la faille. Donc là, c'est du C, c'est vraiment très costaud, on commence à passer presque en bas niveau, mais voilà, grosso modo, ce que fait le script. Après, si vous êtes super calé en C, je vous conseille de lire tout le buffer overflow. Là, il exploite le buffer overflow, il définit les variables et il exécute le payload pour faire justement son overflow. Et l'overflow, on va dépasser. Ensuite, il demande de faire un kill sur le pseudo terme et de nous passer administrateur, puisque le but, c'est de faire notre escalade de privilèges et de récupérer forcément le mot de passe utilisateur. Allez voir sa chaîne. Vraiment. Vous allez sur YouTube. Jason. Programmation. Voilà. Formation vidéo. Abonnez-vous à sa chaîne. C'est vraiment un gars qui est excellent. Jason Champagne. Et là, vous allez dans playlist, les gars. Et si vous voulez du code, vous allez bouffer du code. Et il est super bien fait. C'est vraiment un bon gars. Abonnez-vous à sa chaîne parce que il va vous rendre service. Et là, vous aurez tous les tutoriels Python, des exercices, du PHP, du HTML, du C, de l'algorithmie, du C Sharp, du C++, du SQL, et tutoriels Windows, Java. Donc franchement, allez voir ses playlists. Ce gars est excellent. Et il m'a appris, il y a 2 3 ans, quand j'ai commencé la programmation, il m'a beaucoup aidé. Donc, abonnez-vous à sa chaîne. Ça lui fera plaisir. Et voyez que lui, c'est pas un petit joueur comme moi. Il a 117 000 abonnés. Donc, allez voir sa chaîne. Je vous le recommande. Vraiment. Si vous voulez commencer. euh, alors, malheureusement, il fait ça sur son temps libre, comme moi. Donc, il y a certains modules, ils seront pas tous. Vous voyez qu'il y a certains cours où il y a là 22 vidéos. Et il y en a d'autres où, malheureusement, chaque semaine, il poste une nouvelle vidéo. Mais n'hésitez pas à faire de l'OSINT, à aller sur YouTube. Et vous voulez des cours de C? Bah, C. Moi, je veux du C Sharp. Vas-y, C Sharp. Apprendre le C. De A à Z en français. Utilisez YouTube. Il y a des gars 10 000 fois meilleurs que moi qui vont vous apprendre aussi des cours. Donc, n'hésitez pas à utiliser YouTube. Au tout début, il y a très longtemps, j'utilisais YouTube pour comprendre des tutos, pour voir comment les gars faisaient des captures de flag et comment ça fonctionnait, quoi, pour apprendre un peu les bases, quoi. Mais essentiellement aussi, il y a de très bons cours en anglais. Mais là, malheureusement, c'est pareil, quoi. Il y a très peu de Français qui vous feront là, 24 heures de cours non-stop. Et là, c'est du crash course, complete course. Donc si vous parlez l'anglais, mais il n'y a rien de mieux que faire un crash course. Là, le gars, en 24 heures, vous apprend tout. Après, à vous d'aller coder. Parce que c'est pareil, le code, pour pouvoir comprendre le code, c'est une chose. Après, il faut savoir l'utiliser, mettre la main à la popote. Donc ça, il n'y a pas de secret, il faut coder. Coder, 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 passer vos heures à coder des trucs, des petits programmes. Mais on commencera à faire des petits programmes, à s'amuser. Comme ça, moi, je m'améliorerai. Et vous, si ça vous plaît, je vous ferai des petits coups. On va venir dans... bon, je vais me le mettre à la racine, on va pas s'emmerder. Je fais mon élévation de privilège avec le fameux, justement, sudo. Et là, on va faire un clone. Voilà, il nous a cloné le repo GitHub. Maintenant, on va aller dedans. On doit avoir un truc qui a dû apparaître qui s'appelle sudo, en effet. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc là, on a notre fichier qu'on a vu en C, qui est codé en C, langage de programmation. Je l'ai bien là, il est intact. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour pouvoir l'exécuter, il faut le compiler. Parce que là, on a le code source, mais il faut un exécutable. Il faut le compiler. Parce que tout code source doit être compilé pour pouvoir être exécuté ou interprété dans un langage de programmation. Donc, on va le compiler. Pour compiler un fichier C, c'est pas très compliqué en fait. Il faut faire la commande make. Et là, bim, il va nous compiler et il nous fait une erreur. Parce que je suis pas en sudo.
Donc on va faire un sudo make. Ça marche généralement mieux. Voilà. Là, il a compilé notre fichier. Super. Vous voyez qu'on a notre ami exploit. Voilà. Ça, c'est le code source compilé. Et vous voyez qu'il est en partie, il n'est pas tout à fait lisible. Donc, c'est toutes les instructions en C qui ont été compilées. Donc là, on a notre exploit. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il va falloir l'exécuter. Et pour ce faire, bah, on va, je pense, utiliser SCP qui permet, via le SSH, de transférer en fait des fichiers tout simplement d'une machine à une autre. Et on veut que ça soit dans le home de James. Donc le mot passe de James, on l'a vu tout à l'heure, je vais le recopier. Il est là. Je vais le rentrer. Il transfère l'exploit vers la machine de James. Ok, transféré à 100%, intégrité des données. Et là, James, il dit quoi? Il dit exploit. On a bien notre fichier qui a été transféré de la machine du hacker vers notre ami James. Maintenant, il faut faire cette escalade de privilèges et exploiter le système. On exécute notre exploit. Et voilà, on a fait notre escalade de privilèges. L'exploit a bien marché, on a fait notre buffer overflow. On est route. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On a un dumb shell, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. On va se balader, vu que je connais un petit peu l'arborescence d'un Linux. Et là, je vais récupérer mon flag. Le dernier flag, le flag admin. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez kiffé ce CTF. Moi, je l'ai trouvé plutôt sexy. On a appris pas mal de choses. C'était assez intéressant. Et bah voilà, je vous dis à très bientôt. Kiffez bien. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.